BBC Afrique, Abidjan 94.3 FM. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Valérie Bonny, bienvenue dans les Macs de la culture de BBC Afrique. J'espère que votre esprit pétille autant que des gouttes de pluie illuminées par un rayon de soleil. Pour votre bien-être culturel aujourd'hui, de la poésie avec un auteur congolais qui vient de publier À Mozart, un recueil qui reflète ses combats et sa vision du monde. Puis de la mode avec la magnifique expo Africa Fashion présentée au musée du Quai Branly, une plongée dans la création contemporaine mais aussi dans l'histoire de la mode à travers le continent africain. Et puis il y aura bien sûr Qui dit quoi, notre petite fenêtre sur les langues africaines avec notre conteur polyglotte Saint-Tric Maïtoukou. Mais tout de suite, place à mon invité. Il est français, d'origine guadeloupéenne, vidéaste, réalisateur, scénariste. Il s'est fait connaître il y a une dizaine d'années grâce à des vidéos aussi décalées qu'ingénieuses, dans lesquelles rien n'est laissé au hasard. Un univers singulier qui lui a permis de rassembler plus de 8 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Accessoirement, il décroche aussi un master en maths et probabilité. Puis il fonde sa société Chaque Détail Production, un nom qui résume parfaitement son approche artistique. Il est avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son tout premier long métrage, Who. Mon invité est William. William, bonjour, comment ça va Abidjan ? Ça va et toi Valérie ? Ça va très bien, ravi de te recevoir dans le Mac de la culture. Tu es avec nous pour la sortie de Who, ton premier long métrage. Mais avant de ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi et de comment ça a commencé. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'image ? J'ai toujours été un grand fan de cinéma, un grand fan d'art mis à l'écran. J'ai toujours été intéressé par l'art tout d'abord, en fait, par la langue même pour être très précis, par la poésie, par la littérature. Puis est arrivé naturellement le long métrage, je pense suite à ma première expérience au cinéma. Mais qu'est-ce qui t'éclate dans la création, dans le fait de faire une vidéo ? C'est l'histoire, c'est l'image, c'est quoi exactement ? Bonne question. Je pense que ce qui me plaît, c'est le fait de donner vie à une idée. Parfois à une idée même déroutante. Parfois ça peut être même choquant ou intriguant. Et le fait de lui donner vie, c'est quelque chose qui est addictif. Ça a quelque chose de fort, à la fois déchirant, parce qu'on se sépare d'un truc qu'on avait en tête et qu'on était tout seul à voir, et qu'on offre au monde. Et qu'est-ce que t'aimes dans les maths et les probabilités ? Moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le mystère. Je pense que ça se voit aussi dans ce que je fais. J'aime beaucoup le fait de ne pas savoir. Je trouve que c'est ce qui un peu nous définit en tant qu'humains, c'est le fait qu'on sache pas grand-chose et que tout marche un peu à la fois. Le fait de croire et le fait de supposer, c'est un peu ce qui nous anime. Et les mathématiques, ça représente beaucoup ça. Mais le concept des mathématiques, la matière, c'est quand même essayer de comprendre le monde. Alors, tu as délaissé tes 8 millions d'abonnés pendant un moment pour faire Who. Ça a été quoi la plus grande difficulté de passer du court au long ? La plus grande difficulté, c'est la patience. Au-delà même de passer du court au long, je pense que j'étais un très très jeune réalisateur qui faisait ses premiers pas dans la réalisation en faisant des courts-métrages que je postais sur les réseaux sociaux. Mais la particularité de faire des vidéos sur Internet, c'est que tu as une idée et 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, elle existe. Et donc ce côté très très instinctif, très, très instantané, a quelque chose de très agréable. Parce que c'est pas une idée qui t'obsède pendant des années. Et donc cette énorme différence avec le long-métrage qui est en fait une seule énorme idée que tu portes et que tu incarnes pendant des années avant qu'elle existe, c'est une différence au niveau de la patience qui est colossale. Donc dans Who, tu réalises, tu es acteur, tu es dans la post-prod, enfin tu es partout. Tu n'arrives pas à déléguer ou tu vas absolument tout contrôler ? Pour être honnête, c'est personnellement, quand on me demande quel est ton rêve, moi mon rêve c'est d'avoir un équipage comme dans One Piece, pouvoir partager une aventure avec une équipe. Moi j'adore déléguer, mais c'est vrai que par manque de moyens, parfois passion, j'ai eu tendance à faire beaucoup de choses en fait. J'ai eu l'habitude de faire beaucoup de choses en faisant des courts-métrages sur Internet. T'as pas de moyens, t'as à peine des acteurs, tout le monde est occupé, tu fais tout seul. Et donc après c'est devenu une habitude, et donc j'ai jamais eu... Si par exemple j'avais besoin de quelque chose et que je ne savais pas autour de moi qui savait le faire, j'ai toujours eu l'habitude de l'apprendre et de le faire. Mais ça s'est fait comme ça. Alors j'ai accepté que ça se fasse comme ça, et puis j'aime bien aussi ce que ça renvoie. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui me suivent un peu partout dans le monde, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas beaucoup de gens, qui n'ont pas beaucoup d'aide. Et je pense que c'est aussi inspirant que mon premier film, j'ai fait beaucoup de choses pour aussi leur donner l'espoir de pouvoir le faire aussi. Et que même si ils doivent faire beaucoup de choses, ça ne doit pas les arrêter.
On trouve mon invité Willem dans quelques instants, mais d'abord place à la poésie avec un auteur congolais, Jules-Franck Ndongo, ancien professeur d'anglais, aujourd'hui actif dans le domaine de la sécurité diplomatique, rien à voir. Il est également fondateur de plusieurs courants de pensée, notamment le confusionnisme et le julefranisme. Son recueil Âme aux arts, publié aux éditions Jet d'encre, traduit ses réflexions, ses engagements et ses combats dans une œuvre profondément personnelle. Je suis Jules-Franck Ndongo, fondateur du confusionnisme et du julefranisme, une doctrine philosophique basée sur l'éveil de la conscience à travers la littérature. Qu'est-ce qui m'a fait faire de la poésie? Je dirais le désir ardent de dire plus avec peu de mots, et certainement le point de départ pour lequel je suis devenu poète. Par ce recueil, je veux, pour une fois, prendre part à l'insolence du silence, contribuer à son évasion, parler aux consciences endormies, redonner la conscience à la littérature, éveiller, si vous le permettez, quelques plumes sans enclume. Le texte que je m'apprête à vous lire s'intitule Aldane Joyce. Aldane Joyce. Et Joyce, je t'aurais prénommé Narcisse, ou peut-être bien Régis, bien avant que tu naisses. Maintenant, ma vieillesse, je la vois dans ta jeunesse. Mais il faut que je vieillisse pour que tu grandisses, mon fils. Ce poème porte le nom de mon fils. Le père insoucieux devient dès lors un protecteur qui doit mettre son fils en garde face aux réalités de la société. Je n'ai point fait de sacrifice pour t'offrir cet édifice. Tu entendras des sottises sur ce que je fis jadis. Respecte les vices, bien que tu sois mon fils. Je me suis fait en toi, pour toi. Alors, c'est toi et à toi. À Mozart, je le disais d'emblée, est un livre qui cherche à éveiller les consciences face aux réalités du monde et aux comportements humains. Il y a aussi le terme de la critique de la société. Le recueil dénonce certaines dérives sociales, politiques et humaines, d'où l'expression « la dictature dans nos clôtures », qui est une métaphore qui illustre parfaitement la situation politique de nos États. D'ailleurs, le texte de Ramazis à la page 168 en parle. Je cite « Pourquoi donner de la valeur à tous ces voleurs, ces nous pieux sans Dieu, qui nous abattent même sans armes, ici-bas coulent nos larmes. Oh, nous sans voix, suivons la voie de mille voix, déçus par ces nous qui maigrissent et qui nous appauvrissent. » L'ouvrage interroge les attitudes humaines, les contradictions sociales et les tensions qui traversent la société moderne. À Mozart de Jules-Franck Ndongo est publié aux éditions Jet d'encre. J'ai le grand plaisir de recevoir Willem à l'occasion de la sortie de son tout premier long métrage où, sur les écrans depuis une semaine, alors le pitch en quelques mots, une dame d'un certain âge aidée d'un stagiaire en aéronautique qu'elle héberge reçoit la crème de la pègre locale, une réunion régulière et codifiée. Malheureusement, ce jour-là, il manque un membre, il aurait été balancé, il faut donc trouver le traître parmi eux. L'idée est sortie de où? Pour moi, ça me fait penser tout de suite à un classique Réservoir Dog. Oh, intéressant. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, chacun y voit un peu son inspiration. Il y en a qui y voient un peu 12 hommes en colère. Et donc, les inspirations, c'était plus quoi? Je me suis inspiré de plein de choses. Je pense que la première inspiration vient de mon premier visionnage de Get Out. Get Out m'a un peu inspiré ça. Ça se passe un peu dans une sorte de manoir et que c'est quelqu'un qui est très clairement un intrus dans ce monde-là. Ensuite, ça vient beaucoup des mangas. Pour ce premier long métrage, je voulais beaucoup faire un hommage un peu à moi, ce qui a animé toute mon adolescence et toutes mes études, les mangas. Comment tu construis la psychologie de tes personnages? Parce qu'à chaque fois, tu reviens sur leur vie antérieure. Comment tu les mets en chair? Justement, cette caractérisation des personnages vient beaucoup des mangas.
c'est quelque chose sur lequel il s'attarde énormément. Pour écrire ce film, je me suis à chaque fois dit que chaque personnage pouvait être le personnage principal. Par exemple, le personnage de Walter aurait très bien pu être le personnage central. Le personnage de Wilson, le personnage de Janaël, voire même le personnage de Moïse aurait très bien pu être le personnage central. C'est ce que je cherchais à faire, et même dans le casting des acteurs, je voulais vraiment des gueules et des charismes ils auraient pu porter le film. Je les ai liés aussi à un concept philosophique qui m'a permis de m'aider dans l'écriture. Par exemple, le personnage de Walter, je l'ai lié au concept de la force, le personnage de Janaël à la chance, le personnage de Moïse au sort, le personnage de Michael à la foi. Le lieu aussi, alors on ne sait pas exactement où c'est, on imagine que c'est dans les Antilles, puisque il y a le personnage qui a la voix off vient de Métropole, mais ça peut être aussi en Guyane. En même temps, c'est très urbain en fait, c'est vraiment une écriture qui aurait pu se passer n'importe où dans le monde. Oui, exactement, c'était vraiment une volonté, que ce soit dans une région fictive, qu'on ne sache pas trop où ça se passe, quand est-ce que ça se passe, qu'il y ait des éléments de décor qui peuvent venir de plusieurs endroits, et même de plusieurs époques. Ça a été l'objectif, Honnêtement, je voulais que beaucoup de gens dans le monde puissent se sentir concernés par cette histoire. Ce côté un peu légèrement colonialiste, avec une métropole qui a un peu la main sur l'économie du pays. Et donc du coup, ça fait un mélange de culture et un état d'esprit assez particulier qui vient de ces endroits-là. Je voulais même que beaucoup de jeunes noirs dans le monde puissent se dire « Ah, ça se passe chez moi ». La voix off de Wilson, qui est le narrateur, c'est pour donner de la chair, c'est pour donner de la distance. Qu'est-ce que tu as voulu apporter avec cette voix off ? Il y a eu beaucoup de réflexions autour de cette voix off. Mais c'est vrai que dans mon film, qui est un thriller psychologique qui mérite d'être vu avec une ambiance posée, c'est rare que dans ce genre de film, il y ait autant de voix off. Mais le processus artistique était en fait de m'inspirer beaucoup de la littérature, en fait. De la littérature avec un narrateur interne, à la première personne, mais aussi du manga. Le manga, quand on regarde les animes, comme ça part d'une œuvre littéraire, il y a beaucoup de voix off, il y a beaucoup de scènes où tout se passe dans la tête du personnage et qu'en fait la scène se déroule dans la tête du personnage et on est là, on assiste à la scène à travers ce qu'il pense. Mais aussi, je me suis inspiré, en fait, le film est une grosse métaphore du jeu du loup-garou. Je sais pas si tu connais Valérie, mais le jeu du loup-garou, dans le jeu du loup-garou, il y a un narrateur qui parle pendant toute la partie, qui dirige la partie, et c'est lui presque qui peut influencer nos pensées. Ce que j'aime dans le concept du loup-garou, c'est que il y a une règle que peu de gens savent, c'est que le narrateur, au début de la partie, peut choisir d'être plus qu'un narrateur, mais être le maître du jeu. Et ma plus grande inspiration, je t'en dis beaucoup là, mais ma plus grande inspiration vient d'une saison d'un arc d'un manga, qui s'appelle l'arc des fourmis chimères, si un jour ça t'intéresse, du célèbre manga Hunter x Hunter. Et c'est un manga qui m'a beaucoup marqué, qui présente beaucoup de voix off, et c'était ma plus grosse inspiration pour ce film. En tout cas, ça marche très bien. Si tu avais un mot juste pour qualifier ton type de narration, ce serait quoi ? Waouh. Je dirais mystérieux. J'aime l'idée que le film continue après qu'on l'ait vu, que j'écris quelque chose, je leur propose quelque chose, mais que quand le spectateur reçoit le film, il a envie de me proposer quelque chose aussi. Il a envie de compléter mon histoire, l'étoffer, la remettre en question. Quand tu regardes mon film, tu as non seulement envie de discuter avec moi, mais tu as envie de discuter avec les autres qui l'ont vu. On retrouve mon invité Will M dans quelques instants à la direction Paris. Après Londres, Melbourne, Chicago et Montréal, l'exposition Africa Fashion est présentée jusqu'au 10 juillet au musée des Quai Branly, Jacques Chirac. À travers les créations de stylistes contemporains, on retrace également l'histoire culturelle, sociale et politique de la mode sur le continent africain. Notre correspondant Nadir Djedad a eu la chance de la visiter pour nous. Dès l'entrée dans l'exposition, le visiteur est plongé dans un univers de couleurs, de matières et de sons. Africa Fashion met en lumière la créativité des designers africains contemporains, tout en explorant les racines historiques de la mode sur le continent. Pour Aurélien Gabory, responsable des collections Afrique du musée, cette richesse est l'un des principaux enseignements de l'exposition. Dans un espace, en fait, on a une idée de ce qu'est l'incroyable inventivité des modes africaines. Alors non seulement actuelles, parce qu'effectivement il y a des modèles qui datent de 2021, mais aussi de la richesse du passé, ce qu'on voit à travers les photographies. À travers des silhouettes de créateurs, des photographies et des archives, Africa Fashion raconte aussi une histoire politique, celle de dirigeants qui ont fait du vêtement un symbole d'identité nationale au moment des indépendances. Aurélien Gabory. On a le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah,
ou même Léopold Sédar Senghor au Sénégal, qui ont valorisé cette production plastique, artistique, liée au textile, avec aussi l'idée de porter ces vêtements. Par exemple, pour le président du Ghana, c'est absolument flagrant. Il porte un vêtement traditionnel au moment de son investiture. Parmi les créateurs mis à l'honneur dans cette exposition figure le couturier camerounais Iman Aïssi. L'une de ses créations phares présentées ici est une robe associant soie et fibre de raffia. Un matériau traditionnel revisité dans une esthétique contemporaine. Iman Aïssi. Je voulais montrer ce côté draper l'étoffe à l'ancienne, le côté moderne, l'associer aussi avec des matières différentes, dont la soie. La matière de base, c'est la soie, et puis bornée avec des fibres de raffia qui sont brodées tout autour. À travers cette pièce, le styliste souhaite démontrer que les matières africaines ont toute leur place dans l'univers du luxe international. L'idée aussi que j'avais derrière, de montrer que la matière africaine a toute sa place dans le luxe international. Tout dépend de la manière qu'on va concevoir la silhouette et qu'on va couper le vêtement avec le volume qui va avec et les couleurs. Pour Iman Aïssi, la mode est aussi un moyen de raconter des histoires et de faire dialoguer passé, présent et futur. Moi, je raconte toujours des histoires. La revendication bon enfant. Donc, quand je raconte des histoires avec mes pièces, mes collections, c'est toujours un rappel, une évocation. Je vais chercher des histoires dans le passé que je mixe avec l'actualité d'aujourd'hui et je vise le futur aussi. Une philosophie qui résume l'esprit de Africa Fashion, une exposition qui célèbre une mode africaine inventive, engagée et résolument tournée vers l'avenir. Je suis toujours avec Will M pour le film Woo qui est sorti il y a quelques jours dans les salles. J'ai une tradition dans mon émission, je pose toujours la même série de questions à mes invités. Ça nécessite des réponses spontanées et courtes. Quel est le lieu où tu te sens le mieux? Chez ma mère. Qu'est-ce qui te rappelle ton enfance? Des moustiques. Pourquoi? Parce que quand j'allais en Guadeloupe, en fait, avec ma famille, c'était un enfer. Je crois que mon sang est sucré. Donc, c'est-à-dire que j'avais énormément de moustiques sur les bras, sur les jambes, et le fait de me faire piquer, le fait de gratter mon bouton me rappelle mon enfance. Qu'est-ce qui peut te faire pleurer? La tristesse de mes proches. Et enfin, quel est ton rêve le plus fou? Je pense que mon rêve le plus fou, c'est d'avoir les moyens de mon ambition. On retrouve notre conteur polyglotte Xantric Meituku pour Qui dit quoi, notre petite fenêtre sur les langues africaines. Salut à tous, salut Valérie, découvrons cette semaine ce proverbe Wolof du Sénégal. Kujonkon yombne danel. Celui qui est accroupi est facile à faire tomber. Il est clair qu'étant accroupi, on perd ses assises, sa stabilité, puis son ancrage. Les Kilifa Wolof s'en servent pour prévenir de ne jamais baisser sa garde. Le mot jonkon, qui signifie donc s'accroupir, est également utilisé en raison de cette position pour exprimer l'acte de se soulager de ses excréments, bien entendu. Et par conséquent, il exprime également ces derniers, comme dans Moetul Jankani Tchekanamde. Fais attention aux excréments devant toi. Voilà pour notre précautionneux partage d'aujourd'hui. Je vous dis, comme on dit toujours chez nous, Buntele bonne molokwa nyenga sukulu. Et tcha. Et tcha, merci Xantric. Willem, quels sont tes projets? Je sais que tu es en plein lancement du film, mais j'imagine que tu as déjà plein de projets dans la tête. C'est vrai que c'est plein de projets, parce que c'est vrai que là, le film sort en Afrique francophone, dans toute l'Afrique francophone, à partir de vendredi 12. Il sort au Maghreb le 10 juin. Ma première ambition, c'est que les gens puissent le voir au cinéma et prennent du plaisir tous ensemble. Ensuite, j'aimerais en faire un autre le plus vite possible. On attend le prochain. Je vous rappelle que mon invité était Will M pour son tout nouveau film, premier long métrage, Woo, dans les salles depuis 7 semaines. Willem, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, c'était un plaisir Valérie. Nous, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, écoutez, sortez, bougez et faites le plein de culture.